Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse sur plus ou moins qu'est-ce que désactive ce scénario, la perte du dernier plus bas de juin, qu'est-ce que ça désactive, qu'est-ce que ça réactive, quels sont tous les potentiels scénarios qui peuvent à nouveau réapparaître et quels sont ceux qui sont invalidés. On va aussi bien entendu parler de FTX versus Binance, mais j'estime que la plupart de mon auditoire est quand même relativement au courant de ce qui se passe, donc on va assez rapidement passer dessus. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications et éventuellement revenir nous joindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a ? On a effectivement cette chute dans les abîmes de FTX, plus ou moins poussé, enfin on peut dire qu'il a plus ou moins lâché les doigts de Sam Bankman-Fried pour le laisser tomber dans l'abîme. Et on a du coup ici un BTC qui dévisse. L'important c'est de regarder sur quoi on a dévissé. On a dévissé ici sur ce point-là, qui était un point assez important en long terme, puisque c'était la ligne de coup, enfin c'était un point assez important à repasser, puisque c'est la ligne de coup de cette épaule, tête-épaule là. Cette épaule, tête-épaule là, elle est penchée, certes, mais elle existe. C'est un triple sommet, on voit plus ou moins toutes les caractéristiques d'une ETE. Donc concrètement ici ça nous réactive une target à 14 000, d'accord. Ici on a également ce bear flag qu'on avait noté aussi et qui nous donne une target également autour des 14 000. Donc finalement on est en train de réactiver pas mal, et le bear flag c'est pareil, on l'a retesté ici, d'accord, et on est ici monté et on s'est fait rejeter, donc du coup on est en train de réactiver pas mal de scénarios bearish qui pourraient nous dire que effectivement la bonne target elle est autour de 14 000. Cependant, on a des décomptes d'Elliott qui sont différents en fonction de ce qu'on perd. Et ce qu'on perd en invalidation, là, c'est bien entendu tout ce qui est du caractère de l'impulsif, puisqu'on perd la racine de la 1 ici. Donc tout ce qui est impulsif maintenant, on l'oublie. Est-ce qu'on est obligé d'oublier la flat régulière sous prétexte qu'on a perdu ce plus bas là? La réponse est non. On peut bien évidemment ici faire une flat qui soit plus une genre de flat étendu. Néanmoins, effectivement, le scénario s'écarte quand même un petit peu plus, c'est-à-dire une flat régulière, je m'explique, ça serait de faire quelque chose comme ça, voilà, une correction tout à fait droite, dans laquelle on est tout pile poil parallèle. Ici, on descend légèrement en dessous, donc on s'attendrait potentiellement à ce que la target soit légèrement en dessous ici aussi. Donc ça, c'est tout à fait possible, mais néanmoins assez peu fréquent. Excusez-moi. Donc du coup, voilà. Maintenant, on va regarder ici tous les scénarios en Elliott que du coup, ce point-là nous oblige à réactiver. On a fait pour le moment le chartisme et on va d'abord aller faire un tour sur les news, histoire de mettre un petit peu tout le monde au courant sur ce qui se passe. En gros, Binance propose d'acquérir hier FTX en disant FTX nous appelle à l'aide et ils ont un très gros problème de liquidité. Pour protéger les utilisateurs, nous avons signé un non-binding agreement. Non-binding, ça veut dire qui ne nous lie pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout obligé de le prendre, tout cela pour acquérir FTX.com. On ne sait pas si on parle ici de FTX plus Alameda ou juste de FTX. A priori, il semblerait qu'Alameda ne soit pas concerné. Et nous allons conduire tout ça avec tout ce qui est due diligence, c'est-à-dire toutes les vérifications qui s'imposent dans les prochains jours. Donc là, on nous donne une temporalité aussi qui est dans les prochains jours. Est-ce que ce deal peut capoter ou pas? Bien évidemment. On parle ici de non-binding et on parle de full diligence, due diligence. Donc du coup, bien évidemment, ce deal peut capoter. Derrière, on a Sam qui effectivement confirme voilà, la potentielle acquisition par Binance de FTX. Ici et là-dessus, et c'est très important de le voir, du coup le marché est dans l'incertitude, donc au mieux ira FTX, au mieux ça sera pour le marché, mais en l'occurrence FTX va très mal. Et on a ici le chef du département recherche et développement de Coinmetrics qui nous dit: j'ai trouvé des preuves que FTX avait effectivement fait un gros bailout au Q2, mais que en fait ces coins n'avaient pas été sortis. Donc c'est pour ça que nous on les voyait pas dans le bilan. Quand on regardait le bilan, pour moi il y avait rien de vraiment incroyable sur le bilan de FTX en termes de
choquant, je veux dire, et c'est qu'en fait, il y a 40 jours, effectivement, ils ont sorti 173, donc pour une valeur de 4 milliards de dollars, ont été activés on-chain. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris un contrat, ils ont pris plus ou moins un crédit il y a de ça 4 mois, et ils se sont engagés à sortir les coins et à les rendre actifs. Donc effectivement, on est sur de l'impression monétaire à partir de rien, hein, sur la supply qui n'existait pas des FTT, eh bien, ils ont imprimé pour pouvoir effectivement faire tous les rachats qu'on a vus, c'est-à-dire les 300 millions pour un tel, et un tel, et un tel, etc. Il y a une contagion qui va se faire, et c'est certain, et bien évidemment ici, à la Meta Research, et donc FTX également, et dans un très gros merdier, puisque ce qu'on peut voir ici, c'est que tout simplement, eh bien, ils ont dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas, ou en tout cas qui était conditionné à la bonne santé du FTT, c'est-à-dire plus ou moins à ce qu'il reste autour des 22 $, et en ce moment, on a un FTT qui est autour de 4 $ sur cette news. Donc, concrètement, on a BlockFi, Voyager Digital, Nexo, tout ça, vous oubliez en théorie, sauf si Binance reprend le deal avec tous les bailouts de, bien évidemment, FTX. Néanmoins, pour le moment, on a une contagion qui est directe, qui va se faire. On a une contagion indirecte aussi, et c'est ce que je veux vous dire, et c'est pour ça que je veux vous dire, moi, quelle a été plus ou moins ma réaction à voir tout ça, et c'est tout simplement de dire, attention, il pourrait se passer un bank run sur les cryptos, c'est-à-dire que tout le monde se rue sur tous les exchanges, compris ces cryptos, pour les mettre sur un cold wallet, et vous allez voir qu'on est peut-être dans les prémices de quelque chose comme ça. Donc du coup, moi, j'ai commencé en premier, c'est-à-dire que tout ce que j'avais sur les exchanges, en termes d'investissement, encore une fois, pas les tout petits coins, ou pas les trucs en trade, etc. Mais globalement, mon capital d'investissement qui désormais doit représenter entre 70 et 75% de mon capital total, j'ai tout rapatrié sur un cold wallet. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je ne sais pas à quel point, tout simplement, KuCoin, Kraken, j'en sais rien, Coinbase, enfin voilà, tous les exchanges qu'on utilise tous au jour le jour ne sont pas contaminés par cette fameuse qui a prêté, par exemple, à FTX sur un backing de FTT, je n'en sais rien. La perte également, et ça serait quelque chose également mais je ne sais même pas si Binance n'est pas en train finalement de se tirer une balle dans le pied. D'une manière générale, si on regarde un petit peu les choses, on voit que la crypto vient de se tirer une balle dans le pied et que c'est potentiellement quelque chose qui peut faire une contagion plus importante. Maintenant, il faut garder la tête froide dans ces cas-là, etc. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que moi, ça me met à l'abri. J'ai dû enlever effectivement des ordres de vente que j'avais sur des alts et les mettre au chaud pour un moment. Et puis je reviendrai, j'ai tout noté. Et je reviendrai éventuellement, bien évidemment, reposer mes cryptos sur des exchanges quand tout ira mieux. Et mes ordres de vente également. Donc du coup, très important pour moi, voilà, c'est cold wallet ici. Et vous faites pas attention à qui est l'exchange, quoi que ce soit. Même Binance, moi j'ai sorti tous mes Matic, absolument toutes mes alts en investissement, je les ai mis sur un cold wallet. J'aime pas trop faire la pub, mais du coup, si vous voulez acheter, si vous aviez dans l'idée de acheter un cold wallet, n'hésitez pas ici à aller éventuellement sur le lien d'affiliation de la chaîne qui est en description pour ça supporte la chaîne et c'est plutôt une bonne chose que de le faire via ce biais. Ensuite, il faut comprendre ici encore une chose, c'est que, donc ce que je vous disais par rapport à ça, effectivement, il y a eu 4 milliards d'imprimés sortis de nulle part pour pouvoir sauver Binance au moment où Binance était plus ou moins en train de racheter tout le monde. En tout cas, ici, le cash a coulé à flot, mais le cash n'existait pas, voilà. Binance, on le sait, est ouvert sur cette position. Ils vont probablement perdre 500 millions, ne serait-ce que sur les FTT qui sont actuellement. Si jamais le FTT allait à zéro, eh bien, on est ici sur quelque chose. Maintenant, ce qu'on doit regarder à partir de là, pour moi, c'est tout simplement combien de BTC sortent ou rentrent sur les exchanges, d'accord ? Et ici, on voit qu'effectivement, on a une sortie de 25 000 BTC sur les exchanges. On avait eu sur un 30 jours glissant une entrée de 40 000 BTC. Donc j'ai envie de dire, la situation, elle n'est pas non plus incroyablement... elle est incroyable sur la journée, mais si on regarde sur le mois, on était plutôt sur une trend, vous le voyez ici, où les bitcoins étaient en train de revenir sur les exchanges, notamment à partir d'ici 26 octobre. On a pas mal de bitcoins qui sont rentrés. Ici, on avait une trend où beaucoup de bitcoins rentraient et finalement là, ici, ressorti à nouveau. Donc ça, c'est un bank run. C'est pas forcément un signal bullish au sens où ça veut plutôt dire les gens
qui sont long terme sont en train ici de sortir des exchanges, comme je vous ai expliqué, pour les raisons pour lesquelles je l'ai fait aussi. On a Coinbase qui perd énormément de Bitcoin, 40 000 sur les dernières 24 heures. Binance en récupère 20 000. Donc ici, potentiellement, on a des gens qui ont dit « Je vais aller me mettre au chaud sur Binance puisqu'ils ont l'air d'être plus ou moins solvables aujourd'hui. » Et d'ailleurs, CZ a fait énormément la pub de tout ce qui était assurance hein, pour 1 milliard, ceci, cela, les SafeU, etc. Quand on regarde tout en bas, on a évidemment FTX qui a perdu 20 000 BTC. Et en l'occurrence, si on va voir sur Glassnode, SOPR, non c'est pas... Ouais, c'est celui-là que je voulais. Sur Glassnode, vous voyez effectivement que tous les exchanges moins FTX, on est revenu à la position à laquelle on était plus ou moins lundi dernier, voire légèrement en dessous. Donc on a eu effectivement ce mouvement de sortie des exchanges. Ici, vous le voyez, tous les exchanges moins FTX, c'est ici. Et puis, vous voyez la balance de FTX qui a complètement diminué avec une sortie. Ils étaient ici autour de 90 000 bitcoins en juin, 100 000 bitcoins en juin, et ils ont désormais moins de 5 000 bitcoins. Donc, tout ça est extrêmement important au sens où on ne sait pas où la contagion va s'arrêter. C'est ça que je voulais vous dire. On ne sait pas si Michael Saylor, par exemple, qui a énormément de BTC, ou Grayscale, n'ont pas des prix de liquidation, n'ont pas collatéralisé des achats de Bitcoin en pensant qu'on allait préserver, bien évidemment, ce plus bas-là. Pour l'instant, le mouvement tient à peu près au niveau précédent. On est venu chasser la liquidité là-dessous, et pour le moment, ça tient. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer tous les différents scénarios de structure en Elliott. Premier scénario en Elliott, et c'est celui qu'on défend nous sur la chaîne depuis déjà un petit moment, et il n'est pas désactivé encore une fois, ça reste une flat, c'est-à-dire tout simplement ce mouvement-là qui est de dire on revient tester ici le plus bas, et ensuite on revient faire une correction parallèle. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est également que la 4 que nous on pense pouvoir aller sur le biseau, qu'en fait la 4 ait été terminée déjà à partir d'ici. Et j'avais fait une vidéo sur la temporalité des vagues et sur leur géométrie. Moi j'ai tendance à privilégier la géométrie des vagues, c'est-à-dire pour moi on aurait dû revenir faire un point sur ce biseau pour faire cette fameuse 4. Et je reprends pas tout le scénario là parce que j'estime que ceux qui sont encore restés jusque là sont finalement des habitués de la chaîne. Sinon allez voir la vidéo, je pense que j'en parlais encore hier ou avant-hier. Donc le scénario le plus bull ici à ce stade là, c'est tout simplement que la 4 en fait elle était finie ici, d'accord, cette correction haussière elle était finie ici, et on s'attend à une dernière vague 5 qui serait peut-être potentiellement quelque chose comme ceci, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 5. Vous le voyez ici, on est plus ou moins sur quelque chose de parallèle au niveau de la géométrie, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la temporalité, c'est pas forcément respecté non plus, mais on a potentiellement quelque chose de correct aussi. Donc ça voudrait dire que ici, ce scénario va plus ou moins se désactiver, en tout cas en termes de géométrie des vagues, si on perd, pour moi, voilà, les 16 800 $. Si on va en dessous, on réactive effectivement cette idée que le BTC ira à 14, voire 12. Donc ça c'est le scénario le plus bullish, c'est-à-dire en fait le bottom ultime a été trouvé ici, et puis on repart à partir de là, alors ça va pas forcément se faire tout de suite, mais voilà. Deuxième scénario un peu moins bullish, c'est qu'en fait on soit exactement dans cette 4 et effectivement terminé, mais par contre ça c'est une 1 et ça c'est une 2. Donc là on va faire une 3 qui irait potentiellement, j'avais calculé autour des 14 000 $, ensuite on ferait un léger rebond, et ensuite on aurait une 5 qui irait plutôt vers les 11 000. Ça serait une impulsive qui nous donnerait effectivement la vague numéro 5 qu'on attend. Pour le moment, moi dans mes décomptes, je trouve surtout des 3 vagues, c'est-à-dire j'ai tendance à privilégier une diagonale. Donc une vague de 5, une ending diagonale, dans le gros décompte. Donc du coup, ça pourrait ici vouloir dire 1, 2 et 3, et basta, c'est terminé aussi. Hop. Donc, voilà, vous avez ici un petit peu toutes les armes pour essayer de comprendre finalement que la perte de ce dernier plus bas n'est pas forcément une extrêmement mauvaise nouvelle. Maintenant, nous dire là où ça va s'arrêter est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Tout dépendra ici des news, du CPI de demain, des news concernant le rachat ou non de FTX effectivement par Binance, si tant est que ça soit une bonne nouvelle, parce que moi personnellement, le fait que tout soit centralisé chez Binance désormais, puisqu'on a l'exchange numéro 1 et 2 aux États-Unis qui risque de fusionner, je trouve pas que ça soit une extrêmement bonne idée. Ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est que j'aimais pas du tout la volonté de réguler de SBF, et que du coup, pour le coup, on va plutôt partir pour moi, cet amendement qui avait été proposé par SBF, a priori, va aller au chiottes maintenant. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle de l'histoire.
J'ai fait donc le scénario comme ça, le scénario comme ça. Eh bien, le scénario, je vous l'ai dit que la 4 se trouvera quand même en haut, mais qu'elle sera effectivement une flat, ou par ici, voilà, autour des 24 désormais. Hein, la target, vous comprenez que si le plus bas diminue ici, la target du 1 pour 1 diminue également. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut avoir éventuellement comme autre scénario? Eh bien, je vous l'ai dit, oui, un retour au 14K, un retour au 11K, si jamais on est dans une impulsive là qui est en train de se faire comme ceci. Et puis après, on a une éventuelle correction plus compliquée, c'est-à-dire que on serait plutôt dans quelque chose, dans une double, triple correction, avec une ABC ici, par exemple, et une nouvelle ABC qui risque de se faire, voilà, comme ceci. Là, je vous fais voilà, un truc un peu à la one again, et que là on attaquera une 5 avec effectivement une géométrie du biseau qui sera respectée, c'est-à-dire qu'on sera revenu toucher le biseau, la 4 sera ici, et là on attaquera une 5, et là vous comprendrez que les targets sont beaucoup plus baissières, bien évidemment, avec plutôt du 8, du 7-8 000 $. Ce qui est bien, c'est que pour les héliotistes, tous ces scénarios ont leur point d'invalidation. Et donc du coup, ça permet ici, bien entendu, d'avoir une cohérence en termes de ce que vous voulez faire ou ne voulez pas faire, et ce que vous voulez jouer ou ne voulez pas jouer. Après, ici, ça va être vraiment la géométrie des vagues, votre appréciation des vagues. Est-ce que vous aimez trader une 3 ou est-ce que vous préférez trader une 4? Voilà, ça va être vraiment des choses qui sont plutôt personnelles. Mais en l'occurrence, parler de bottom ici semble bien entendu prématuré. Sur Ethereum, qu'est-ce qu'on perd? On perd le niveau des 1265 ici. Pour moi, si ce niveau n'est pas, si on clôture pas ce soir au-dessus de ce niveau des 1260, je considère qu'Ethereum va revenir tester les 1000 $. Voilà, ça serait assez pour simplifier l'histoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, en perdant cette ligne qu'on avait réussi à gagner, et je vais vous la mettre ici comme ceci, et encore une fois, on fait du chartisme parce que ça évite d'avoir des sentiments, et on fait pas du chartisme parce que c'est des prophéties qui se réalisent nécessairement. Mais là, on a une épaule tête-épaule, elle a une target aux 1000 $. À partir du moment où on avait regagné cette ligne de coup ici, je disais ah ça c'est plutôt bon, ça irait plutôt dans le sens que effectivement on a ici un bull flag et qu'on va péter tout ça. Par contre, le fait qu'on reperde cette épaule tête-épaule ici réactive cette target des 1000 $ tout simplement. Si jamais il se passait qu'on vienne juste toucher ici le bas du flag, donc ce flag là, à ce moment-là, du coup, rebondir et recasser à nouveau, et bien à ce moment-là, bien évidemment, vous comprendrez que le flag se réactive avec une target néanmoins légèrement plus basse, puisque le 1 pour 1 de cette vague-là reporté au haut de cette vague-là nous donnerait plutôt un peu moins que ce que je vous avais annoncé en target précédemment. Concrètement, on pourrait le calculer, mais bon, ça serait prématuré de voir ici, c'est vraiment ici, voilà, pour l'exemple. Vous voyez que si on revient par exemple et qu'on casse, au plus on casse bas là au niveau du flag, au plus cette target descend. Donc ça c'est important de le comprendre. On va passer sur les news ici. Je vais juste faire un point sur l'élection de la Chambre des représentants. Donc ça c'était publié à 11h30, 13h30, oui c'était 1h30, donc ça va. On a les républicains qui sembleraient prendre le contrôle de la Chambre des représentants, donc du coup Biden qui perdrait cette chambre-là, et au Sénat on a une égalité quasi parfaite avec des démocrates qui sont légèrement devant, et on a encore je crois 4 ou 5 sièges à pourvoir. Donc vraisemblablement la grosse vague des républicains n'arrivera pas, mais cependant on aura effectivement une majorité républicaine, comme c'est souvent le cas, hein, à la mi-mandat on a souvent une cohabitation. Là, elle est un peu moindre, c'est-à-dire que on va dire que ça sera peut-être un petit peu plus... Disons que les marchés sont pas extrêmement contents de ce genre de choses. Le marché aurait probablement préféré une énorme vague rouge avec énormément de républicains pour constituer le Congrès, donc Chambre des représentants plus Sénat, pour qu'il n'y ait absolument aucune dépense qui soit faite pendant 2 ans, puisque c'est ça la question que posent les marchés. Cependant, comment réagissent les marchés? C'est ce qu'on va regarder là tout de suite. On a, vous le voyez, un Nasdaq qui a ouvert là il y a 30 minutes du coup, qui a ouvert au même endroit et qui désormais est très légèrement baissier. Et on a un S&P 500 qui lui pour le coup est plutôt ouverture en gap haussier et désormais en train de latéraliser. Sur les futurs, néanmoins, on est sur une ouverture baissière sur le S&P 500. Donc à bien voir, mais pour le moment, le marché semble pas extrêmement heureux de cette idée. On revient ici sur la stablecoin
stablecoin dominance. Stablecoin dominance, il y a une structure qui est relativement intéressante. Pourquoi? Parce qu'on revient à nouveau faire un bisou au canal ascendant, ce fameux canal ascendant qui dure depuis 2018 et duquel en général on a tendance à se faire repousser. Donc la stablecoin dominance étant le nombre, étant plus ou moins l'indice du cash sur les cryptos, c'est-à-dire à quel point on est sur un mouvement où on est sorti ou pas, est en train de nous dessiner ce type de triangle qui est en fait un triangle ascendant. Triangle ascendant est une figure bearish en général. Si jamais vraiment on voyait ici le prix se retourner et descendre, alors pas forcément en ligne droite, mais revenir aux 11% de dominance, comprenez que ça annulerait tout ce mouvement-là. Donc ça veut dire tout ce qui s'est passé globalement les 3-4 derniers jours. On reviendrait à peu près à quelque chose comme 22 000 $. Si en plus on perdait cette droite, là on active effectivement ce triangle ascendant qui est comme ça, et donc du coup si on perdait cette droite, on aurait la target qui est la hauteur du triangle reportée au point de cassure, et là c'est encore une fois beaucoup de conditionnels, mais du coup on pourrait revenir du coup sur cette droite là qui est pas encore active, puisque vous voyez qu'ici elle a très légèrement joué, mais qu'on a anticipé, nous, en la mettant, en disant, tiens, peut-être que tout ça est un bull flag, et du coup, ça nous ramènerait ici aux 11% de dominance. 11% de dominance, si on regarde les niveaux auxquels on était, c'est autour du 9-10 mai, admettons, si on prend un peu, autour du 30 mai. 30 mai, on était à 30 000 $. Donc, est-ce qu'on pourrait partir des 17 ici, ou des 16-8, quelque chose comme ça, remonter à 30 000 pour ensuite finalement activer ce bull flag, oui c'est ça, oui c'est ça, activer en tout cas au moins au minima ce gros biseau là qui lui a une target biseau en élargissement descendant, il a du coup une target haussière également, puisque si on estime que ça c'est plus un flag mais qu'on active désormais quelque chose d'un peu plus ouvert, donc un biseau en élargissement descendant, on a une target qui est de reporter la totalité de la figure au point de cassure, c'est-à-dire un plus bas sur Bitcoin, à peu près équivalent au flag, autour de 30% de dominance. Donc 30% de stablecoin dominance à un moment dans le prochain cycle, si vous voulez. C'est-à-dire péter ce canal, à un moment donné, réussir à le casser, et du coup, forcément, ici, nécessairement, arriver... Alors, ce canal est en même temps un indice du cash sur la crypto, mais c'est aussi un indice d'adoption des stablecoins. Donc 30% de stablecoin dominant sur la totalité du marché crypto, ça peut être un très mauvais signe, comme ça peut être quelque chose d'intéressant. À vous de voir. On voit en ce moment au Liban que l'USDT est massivement adopté pour les échanges, etc. Donc voilà, il faut faire quand même attention, on n'est pas juste se dire c'est la part du gâteau des cryptos, qu'est-ce qui est vraiment dépensé dans les stablecoins, etc. Mais 30% de dominance, bien évidemment, ça voudrait dire un BTC autour de 8 ou 10 000 $. On est complètement d'accord avec ça, il n'y a aucun problème, surtout si ça se fait vite, c'est-à-dire avant qu'il y ait une adoption. Retour aux 11%, pas très probable à ce stade, au sens où on est à peine ici en train de retester, on n'est pas en train de péter celle-là, hein. Si on était en train de péter celle-là, je vous dirais, ah oui, là on a peut-être une chance de le faire, c'était à peu près le cas par ici, où on avait effectivement cette jolie déviation en dessous et où on avait des targets autour de 11% également. Là, le marché nous montre autre chose, donc du coup, bien évidemment, si on a un vrai rejet ici, là par contre, on commencera à activer ces potentiels targets de 28-30 000 $ sur BTC, mais pour le moment, il n'y a rien qui nous dit ça. Quand je parlais ici de la temporalité des vagues, je parlais de ça, c'est-à-dire admettons que la 4 ait été finie et qu'on soit désormais en train de faire une 5 qui elle-même est en train de se terminer, donc là scénario extrêmement boule aussi, vous voyez ici la dernière 1, 2, 3, 4, 5 qui s'est fait comme suit, et bien du coup temporalité des vagues, effectivement on a 75 jours, 65 jours, 80 jours, 60 jours et encore 80 jours, donc ça serait plus ou moins que des vagues de descente de 80 jours et que des vagues de montée, la 2 et la 4, de 60 jours, on aurait ici une temporalité qui est extrêmement bien respectée. Néanmoins, pour moi, la géométrie, ça aurait été de faire ça. Ça aurait été la géométrie réellement parfaite. Donc, est-ce que ça peut être le plus bas sur Bitcoin? Maintenant qu'on a pété effectivement ces derniers plus bas, la structure nous dit que oui, d'une certaine manière. Et on trouvera toujours un décompte en Elliott qui pourra nous dire oui, c'est bon, c'est le bottom.
Maintenant, en chartisme, on a énormément de choses qui se sont activées, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui nous pointent vers les 14 000, donc forcé de constater que ça, c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai pas mal d'alts qui ont touché à l'achat sur ce mouvement. Donc voilà, je suis désormais, enfin j'ai payé ce mouvement-là sur les alts que j'avais sélectionnés et je l'ai pas payé directement, ils étaient dans les ordres, donc ça s'est fait tout seul. J'ai pas eu mon prochain ordre d'achat sur Bitcoin, il est à 15 300. Voilà, attention à la contagion. Voilà, moi c'est vraiment ici ce que je voudrais vous dire, c'est attention à la contagion et attention au rebond s'il y a rebond, parce que du coup, il se gardera bien de, enfin, il se gardera bien de vous attendre pour partir. Voilà. La troisième chose, c'est que maintenant, je considère qu'on a suffisamment traité les news ici. Je pense pas qu'il y en ait des nouvelles, donc on va faire les liquidités. Ici, on a liquidé, vous le voyez, un quasi-milliard hier, 900 millions. La plupart, bien évidemment, en long, hein, vu ce qu'a fait le prix, c'est normal, à part sur Bitfinex où on a liquidé du short. Ici également, 280 millions de liquidés sur BTC et 233 millions sur ETH. Je vais juste regarder un truc, puisque je parle de Bitfinex. J'aime bien regarder, moi, si les longues sont en train de s'arrêter ou pas sur Bitfinex. Et en fait, vous voyez que c'est pas le cas. On n'a pas ici cette énorme drop des longues, donc voilà, pour moi c'est un indicateur vraiment intéressant à regarder. On continue ici sur, ça je vous en ai parlé déjà, ça je vous en ai également parlé, donc on continue sur le carnet d'ordre. Sur Binance, vous voyez que on a ici quelques ordres qui ont été fill, hein, probablement 2 ou 3 000 BTC qui ont changé de main. On a des ordres qui se sont rajoutés ici jusqu'aux 12 000. Hein. C'est normal, c'est tout à fait logique que ça se passe comme ça. Sur Coinbase, et c'est là qu'on a plutôt les investisseurs qui vont rentrer. Sur Coinbase, on a énormément d'ordres qui ont été fill aussi dans toute cette zone, vous le voyez. Après, sur le double rebond, beaucoup d'ordres qui s'étaient faxés entre les deux points. Assez peu d'ordres à la vente. Hein. Vraiment, ici, on est plutôt sur une volonté d'achat sur BTC. Et ce que j'aime bien, en tout cas moi, c'est que non seulement on a beaucoup d'ordres qui sont fill, mais on a également des ordres qui se rajoutent depuis hier soir. 21h15, beaucoup d'ordres ici, vous le voyez, qui ont été rajoutés dans la zone entre 17 et 14 000 $ justement, même 12 000. Donc ça, c'est important de voir ce type de mouvement, ça veut dire que la confiance est là. Si on regarde vraiment fortement, si on désépaissit, vous voyez, où est-ce que sont les très gros ordres, donc ceux qui potentiellement, vous aurez l'argent pour venir, puisque là on parle de 100 BTC, 300, 400, 500, 700, oui, c'est pas non plus énorme. C'est pas non plus énorme. On a encore 3 ou 4 000 BTC. En fait, on n'a pas ici des ordres énormissimes. 300, 1000, 2000. C'était peut-être l'échelle qui me biaisait un petit peu, puisque d'habitude, j'utilise une autre échelle. 43 pics. On n'a pas non plus énormément d'ordre, hein. C'est pas non plus incroyable. Par contre, je sais pas pourquoi. Ouais, voilà ça. Donc du coup, ici, le gros des ordres, en tout cas, on les voit, ils sont entre 14 et 13,8. Donc gardez bien ça en tête. Ici, on avait des gros ordres aussi qui malheureusement ont disparu et qui finalement sont en train de réapparaître ici sur ce mouvement. Donc quand ils sont apparus ici, on a eu le rebond, ils ont disparu au moment du rebond et puis après ils sont revenus. Voilà, relativement intéressant en tout cas de regarder ces ordres-là sur Coinbase, Binance. On pourrait regarder les autres. Deribit, c'est du perp. On n'a pas énormément d'infos ici. Et Bitfinex. Bitfinex a assez peu d'ordres en dessous des 16 000. Je voulais regarder BitMEX. Voilà. Non, vraiment pas énormément pas grand chose hein, sur les ordres. On avait des ordres et la plupart ont été fill sur, vous l'avez vu, Coinbase. Et désormais, ici, qu'est-ce qu'on a pour les options pour après-demain? Après-demain, on a un put-call ratio à 1,25, donc plus de put que de call. On avait un max pain price à 20 000, donc ce n'est pas exclu que le prix revienne faire un tour dans ces 20 000 là. Néanmoins, vous le voyez sur les calls, on a ici un sourire, et sur les calls, 17 500 pourrait être une zone où effectivement, dans la zone actuelle, on pourrait rester jusqu'à vendredi.
Néanmoins, le max pain price est au-dessus, donc ça sera plutôt haussier pour faire perdre tout simplement les calls. Put call, ouais, c'est ça, oui, j'ai bien. Donc on a plus de put que de call, oui, c'est ça, j'ai cru que je m'étais embrouillé. On continue ici sur les liquidités et je vous ai déjà marqué les niveaux ici. Comprenez bien que si, là je suis sur Ether, mais si je vous montre les niveaux d'avant qui ont été fill, eh ben vous avez tout ça. Et j'ai plus de niveau, moi, sur Ether en dessous. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, je parle des stop-loss, je parle pas des prix de liquidation. Mais moi, personnellement, ici, je n'ai quasi que du shorter au-dessus sur Ethereum. Donc ça, qu'on soit bien d'accord, quand vous faites des actions de prix comme ça, bien évidemment, les liquidités sont de votre côté. Tout ce qui est liquidité des leviers est bien évidemment de votre côté. Sur BTC, c'est la même chose. J'ai rajouté un petit point de long en plus sur BTC parce que à partir d'ici, on a été longué, même légèrement après. Hein. Et vous voyez, comme quoi, c'est bien de faire du 5 minutes et d'être précis parce que là, on a été short. Et en fait, j'avais mis ce point de long ici. Vous voyez l'imprécision là. Et en fait, il a été nettoyé aussi. Donc voilà. Pour moi, en termes de stop loss, on a ici pas de point spécifique à nettoyer. Vous voyez ici cette grosse diminution qui fait exploser les spreads. C'est-à-dire que tout le monde s'est plus ou moins ici rué sur les futurs. Et puis finalement, un open interest qui est en train de latéraliser, hein, vous le voyez ici, on n'est pas non plus sur des niveaux de shorter qui sont incroyables. Ici, on a eu un peu de long. À partir de là, est-ce que le niveau a été repris ou pas? Pas vraiment. On pourrait rajouter un point de long ici. Hop. Tac. Voilà, à tester dorénavant les 17,2. Puisque là vous voyez que l'open interest effectivement est à l'augmentation avec un funding qui augmente. Ici, très légère augmentation des shorters également. Donc à partir de ce point là, on a un léger point de short à prendre aussi. Donc dans les niveaux, pour moi, tout se trouve au-dessus des 20,8 dorénavant sur BTC. On a rajouté deux niveaux, un à 18,4 et un à 18. Et en en long, pardon, un niveau à 17,3. Ensuite, les gros des liquidités. Où se trouve le gros des liquidités et comment les appréhender ici et qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Pourquoi les shorters finalement n'apparaissent pas. Et vous comprenez ici que... Je sais pas pourquoi il m'a fait un snapshot alors qu'on va y arriver peut-être. Voilà. Donc vous comprenez ici que concrètement sur ce type de mouvement, on aime bien voir des gros shorts rentrer quand même. Et là vous voyez qu'on voit plutôt une multitude de petits shorts que des très grosses positions. Néanmoins, le fait qu'on ait liquidé tous ces longueurs nous emmène à 22 milliards désormais au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'on a 22 milliards de positions leveragées au-dessus de nous depuis les 5 derniers jours, en plus pour les shorters, d'accord ? Ici, si je fais la même chose sur Ethereum, donc ça pointe plutôt vers le haut. Ça nous dit que oui, un short squeeze est désormais possible, étant donné qu'on a assez peu de longues en dessous. En position fraîche aussi, sur Ether, on est autour de 20 milliards également, en delta cumulatif, c'est-à-dire 20 milliards de plus du côté des longueurs. Sur la heatmap, on va la regarder d'abord en 12 heures. Donc la heatmap, c'est où sont les prix de liquidation et quels sont ceux qu'on a pris, bien évidemment, hein, c'est ça l'idée. Vous voyez ici que sur cette action de prix, on est venu nettoyer en 12 heures toute cette poche-là. On a à nouveau une poche ici qui s'est caractérisée autour des 16,4 et on a à nouveau une poche sous les 14 ici. Donc ça, effectivement, ça pointe pour le moment pas trop mal vers les 14. La zone très dense, elle est à 19,2 en 12 heures. Hein. 19,3, on a une zone qui est très dense. Pour moi, ce qui a le mieux marché dernièrement, c'est la 7 jours. C'est celle qui nous parle le plus, je trouve. Donc la heatmap en 7 jours. Vous voyez qu'on l'a ici traversé tout ce mouvement. On est venu ici au contact de cette grosse zone de liquidité qui pour l'instant est défendue. On a quelque chose à prendre ici sous les 16,2. Et dorénavant, on a les 21,8 en target haussière pour suivre. Donc ça, c'est important à comprendre aussi. Sur la 1 mois...
Sur la 1 mois, vous voyez qu'on a liquidé énormément tout ce qui se trouvait par là. On a pris cette deuxième zone également et on est en train de travailler une troisième, toujours avec quelque chose autour des 16,2. Si on va vraiment chercher tout en bas, on a quelque chose à 15,3 et c'est pour ça que moi j'ai mes prix d'achat au 15,3 sur mes, on va dire mes ordres actuels sur Bitcoin pour recharger sont autour de 15 et on a toujours ici quelque chose qui pourrait venir nous faire chercher. Désormais, cette zone a fortement forci ici autour des 23 000. Donc on va considérer 21,6, mais d'autant plus 23 002 pour un éventuel rebond. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ce qui m'intéresse ici éventuellement, c'est d'aller voir notre ami la baleine numéro 4, qui visiblement est désormais numéro 3. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de recharger. Vous voyez qu'il avait vendu 2000 BTC ici et il nous a fait une petite recharge à 18,2 et une autre recharge à 18,2 également. Donc il avait ici il avait vendu à 21 et à 20 et il est désormais en train de racheter 2000 BTC, voire plus, 2100. Donc il a un joli profit ici. Donc repositionner à l'achat sur ce bottom là pour notre ami la baleine numéro 4 qui est toujours une adresse qui est extrêmement bien gérée. On va maintenant retourner sur le prix et faire une conclusion. Alors, il est possible qu'on ait trouvé ici un bottom provisoire, voire un bottom final. Le fait de passer sous ce plus bas là est finalement plutôt une bonne chose en termes de structure, là encore une fois. Effectivement, ce faisant, on annihile toute cette montée là, qui était synonyme d'une éventuelle reprise, en tout cas à minima à moyen terme. Donc tout ça, cette tendance haussière, c'est-à-dire des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, elle est finalement totalement annihilée par cette tendance baissière-là, qui est la tendance plus forte, la tendance globale. Et la tendance également au-dessus, qui est bien évidemment celle-ci, d'accord? Donc là, on est forcé d'imaginer que BTC va faire un nouveau plus bas, d'accord? Dans la logique des choses et de la continuité de ce qu'il est déjà en train de se passer, on est forcé d'envisager bien évidemment les 14K comme étant le prochain point, et c'est normal, le prochain point. Maintenant, c'est une analyse qui est plutôt pas faible, mais plutôt totalement logique, totalement dans la tendance, etc., mais qui est plutôt d'une manière intellectuelle, voilà, elle n'est pas très... Voilà, je trouve que c'est... Enfin, bon. Si vous attendez à ce moment-là qu'on fasse un niveau plus haut, vous n'êtes pas censé nécessairement intervenir. Voilà, c'est ça que je veux plutôt mettre avant la clôture au-dessus des 25 ici. D'accord? Si vous êtes vraiment ici en train d'appliquer simplement la théorie de Dow, vous êtes censé... Le prochain W que vous êtes censé payer ici n'est même pas nécessairement celui-ci d'ailleurs, puisque ici on a fait un nouveau plus bas, mais il serait potentiellement, tout simplement attendre effectivement que ce W là prenne forme. Le plus gros là ici, vous voyez, c'est-à-dire que vous devez considérer, là j'ai un peu chargé en termes de dessin, et c'est-à-dire que vous devez considérer, on va dire, tout ceci comme une structure, ok? Et donc, du coup, vous devriez, à ce moment-là, attendre d'avoir ici une ligne de coup et un prochain W sur lequel rentrer. Et c'est tout à votre honneur. Vous pouvez rentrer, il sera peut-être à 50 000, etc. Pourquoi pas? Néanmoins, moi, je considère que c'est pas forcément ici une diminution du risque que de faire ça. Et je considère plutôt, en termes d'investissement, que... la structure de retournement est vraiment ce qu'il va falloir trouver et que du coup ici bien évidemment parfois vous rentrez early sur des choses, mais si vous rentrez avec un capital maîtrisé et une partie de votre capital à chaque fois, une partie du capital que vous avez alloué aux crypto, et pour moi en tout cas une méthode qui marche beaucoup mieux. Ici donc laisser et avoir des ordres autour des 14-15 000 est bien évidemment la chose à faire. Et c'est bien évidemment le seul garde-fou que vous pouvez avoir à l'instant T. Néanmoins, si jamais on voit ici quelque chose comme ceci se produire, c'est-à-dire une reprise, et c'est ce que pourraient nous dire les liquidités, une reprise des 21,5, voire un retour éventuel, on a parlé des 23 ici, donc dans cette zone-là, à ce moment-là, il est bien évident que ça désactive pas non plus les 14.
À ce moment-là, il est également bien évident que soit on a fait effectivement cette ending diagonale en 5 ici, donc on est sur une reprise haussière, soit au pire des cas, on est plutôt ici sur une flat régulière, effectivement, donc on est sur cette structure-là avant de faire quelque chose comme ça, ok? Donc, en termes de points d'achat, si vous aviez loupé celui-ci, et je parle que de Bitcoin là, hein, sinon vous pouvez avoir la même analyse sur plus ou moins toutes les alts, en termes de points d'achat, c'est extrêmement intéressant. En termes de points d'achat, ici c'est extrêmement intéressant aussi. Et en termes de points d'achat, si jamais vous regardez le volume profile, et vous pouvez ici avoir éventuellement des gens qui ne font que ça, ici devient intéressant aussi. Donc vous avez potentiellement une zone à payer ici, une zone à payer ici, et une dernière zone à payer ici. Ça ne veut pas dire que ici ça sera le bottom, mais en tout cas, en lecture de volume profile, c'est extrêmement intéressant de payer ces trois zones, puisque désormais, il semblerait que le prix vienne faire un tour pour venir combler cette zone-là. C'est-à-dire que si on devait avoir une analyse ici extrêmement franche, si on traîne sous, donc pour moi, si on ne récupère pas d'ici la fin de la semaine quelque chose qui passe au-dessus de ça, on va nécessairement traîner dans cette zone pendant très longtemps, d'accord? Pour remplir ce trou, ok? Donc, la grosse info de tout ça, c'est soit on sort très vite de ça, et à ce moment-là, c'est 25 dans un premier temps et retour dans cette zone plus tard, ici, d'accord? Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est soit on n'en sort pas vite et on continue à faire un petit peu dans le coin. À ce moment-là, vraiment privilégier les 14 et les 12 parce qu'on a vraiment des chances d'y faire un long moment. Et là, n'oubliez, enfin, ne cherchez pas même à vous dire on va repasser à 30 000 ou quoi que ce soit. On a vraiment des bonnes chances de venir traîner dans la zone pendant un bon moment. Soit cette théorie comme quoi on va tenir la market cap de 2017, ici, ici, ici et ici. Et si je vous montre également, c'est une autre théorie qu'on peut mettre en avant, excusez-moi, la vidéo va être sûrement un petit peu longue, mais du coup, c'est extrêmement important. Là, je me mets sur le BLX, donc j'ai absolument tout l'historique du Bitcoin. Et pour moi, on a ce canal. Si on perd ce canal, c'est-à-dire, vous comprendrez que si on traîne dans la zone pendant un moment, si on traîne dans cette zone-là, pendant un moment, on perd ce canal. Et aller aux 12 000, ça veut dire littéralement le perdre, hein, on est complètement d'accord. À ce moment-là, c'est la porte ouverte à beaucoup plus bas. Pourquoi ici se dire que... Enfin... à quel moment, en fait, en réalité, on peut ne pas dire bah, Bitcoin ira à 818 $. En termes de volume profile, vous le voyez sur le qu'est-ce qu'il s'est passé depuis effectivement sur le BLX et sur toute la charte du BTC, bah, il s'est passé que la plupart des investisseurs, la plupart du volume dans le temps a eu lieu sous les on va tenir, on va dire les 1316 $. Donc c'est bien de dézoomer parfois et de commencer à se dire ah bah oui, bah donc du coup oui effectivement peut-être que si je rentre à 12 000 tout n'est pas aussi sûr que ce que ça en a l'air. Bah non, mais l'idée c'est de payer ici le risk reward. Vous croyez que vous allez faire des super rendements, si jamais vous prenez pas de risque, et bien tout simplement à ce moment-là vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude en passant par la clavicule et par d'autres endroits même où vous avez peut-être pas envie de passer. Donc du coup cette déviation sous ce tunnel là n'est pas une bonne nouvelle. Réintégrer très rapidement et repartir très rapidement dans des zones de prix totalement différentes ne peut être que bon dans un avenir proche. Voilà. Donc, à partir de là, gardez la croyance, etc. Si BTC va effectivement à 1000, 1000, 3000, voilà, on peut avoir ici toutes sortes de targets qui s'activent, bien évidemment. À partir du moment où on sort de ce canal, comprenez bien ici qu'on a des très 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 bonnes chances de venir faire un tour aux 12 000. Pour le moment, ça tenait et hier, ça a pété, d'accord? On est ici en daily, vous le voyez. Pour le moment, on tenait, on faisait du ski juste en bas de ce tout petit canal qui est celui de l'adoption des cryptos. Hier, on a fortement dévié en dessous. Donc, c'est extrêmement important de comprendre ça, de comprendre que l'environnement dans lequel vous allez rentrer
à partir de cette ligne-là, à partir du moment où on perd tout ça, est extrêmement risqué, mais c'est pour ça que vous serez récompensé par la suite si vous avez le cran d'attendre. Stablecoin dominance à suivre pour moi, parce que pour le coup on est au canal inverse là, on est en train de toucher très exactement l'inverse, et voilà, je voulais faire quand même un gros point là-dessus, en disant que voilà, on n'est pas en train de prévoir des prix ici ou quoi que ce soit, on est en train d'établir encore une fois des profils, des stratégies, et c'est ça qui est important sur la chaîne. J'en profite pour vous dire d'aller voir les tutos, j'ai pas mal de gens du coup qui me posent des questions, en fait les réponses, notamment sur le Discord, en fait les réponses sont déjà dans les tutos, notamment le tuto sur le risk management, qu'il faut absolument aller voir. Vidéo un petit peu longue, j'en conviens, mais du coup on a vraiment développer, et c'est bien, moi j'aime bien prendre le temps de développer et de pas juste vous servir comme une espèce de pizza surgelée. L'idée c'est qu'on a plutôt ici fait la cuisine ensemble. Je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous invite à vous abonner si vous avez envie, à nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, éventuellement bien évidemment laissez un like, ça c'est important en fait, mais si vous avez suivi jusque là je suppose que vous avez trouvé au moins de l'intérêt dans certaines des réflexions que j'ai faites, et également bien évidemment venir... oui, j'ai pour habitude de faire à chaque fin de vidéo une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, elle sera sur les copains à la maison. Est-ce que vous êtes plutôt du genre on reçoit, c'est-à-dire tout le temps viens à la maison, allez viens, ou vous êtes plutôt du genre je sors de chez moi, je préfère qu'on aille dans un bar ou etc. Est-ce que vous êtes plutôt voilà convivialité à la maison, à savoir permis de conduire gardé pour toujours, ou alors est-ce que vous êtes plutôt dans cette optique de allez viens on sort, on va dans un bar etc. et tout ça et tout. Voilà, question à la con, mais j'en conviens. Donc n'oubliez pas, bien entendu, toutes ces figures baissières, et il y en a vraiment beaucoup, qui pointent vers les 12 et 14 et moins. N'oubliez pas aussi que c'est ceux qui rentreront dans la baraque en feu, qui seront les mieux récompensés, et donc du coup, malheureusement, ça sous-entend des fois de se faire un petit peu des nœuds au cerveau. Ne regardez pas le train partir sans vous, et ne partez pas dans un train qui n'est pas nécessairement celui dans lequel vous voudriez être. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt et on reste là-dessus. Ciao.